le sujet, la thématique est vers une gouvernance métropolitaine des mobilités partagées. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, la personne qui va modérer Erwan Lepage, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je vais demander à Pascal Ozannet, sous vos applaudissements, à Sabrina de Canton, à Yannick Cabaret, de venir nous rejoindre. Et Sylvain Laval est retenu pour le moment avec un calendrier chargé, donc peut-être qu'il va venir en route, on verra. Je te laisse la main pour 45 minutes. Merci Laura. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour cette table ronde qui touche à une problématique qui est assez centrale, peut-être parfois un petit peu technique et considérée comme technique, c'est la gouvernance métropolitaine des mobilités partagées. Alors les mobilités partagées, on en a parlé, on parle de vélo, on parle de trottinette, on parle de scooter, on parle d'autopartage, de covoiturage. Ce sont des solutions qui sont aujourd'hui devenues des solutions qui sont incontournables, vu le volume qu'elles génèrent. La demande est effectivement là, mais elle soulève aussi un certain nombre de défis qui sont très sérieux, des défis majeurs. Comment, d'une part, structurer leur gestion à une échelle adaptée ? L'échelle adaptée, est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est l'intercommunalité ? Est-ce que c'est l'agglomération ? Est-ce que c'est la métropole ? Est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est la région ? Quel rôle de l'État là-dedans ? On retrouve un petit peu le millefeuille administratif qu'on connaît en France. Et si on a vu que ce millefeuille administratif pouvait très bien fonctionner sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 par une belle coordination entre les acteurs, et c'est ce qui ressort de cette première table ronde, comment est-ce que ça peut fonctionner au quotidien ? C'est-à-dire quand on n'a pas un projet comme les JO où il faut que ça marche, on a un début, une fin et une vraie coordination. Première question. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier les besoins variés des territoires ? Quand on parle de territoire, quand on parle de la métropole du Grand Paris, on parle d'urbain, on parle de périurbain, on parle parfois même de rural. Comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner tous ces acteurs ensemble qui vont avoir des problématiques et des besoins qui sont très variés et très différents ? Et enfin, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner acteurs publics, acteurs privés, usagers, et arriver à créer une sorte de cohésion d'ensemble pour faire se parler ces différents acteurs. Alors j'ai le plaisir d'avoir trois intervenants. Pascal Ozannet, vous êtes expert en urbanisme et mobilité, vous êtes ancien membre de cabinet ministériel au transport, vous êtes un ancien de la RATP, un ancien du Grand Paris, et vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Les secrets du Grand Paris, zoom sur un processus de décision publique, qui a été publié en 2018 aux éditions Hermann. Yannick Cabaret, vous êtes le directeur général du SAVM, la structure derrière Vélib, qui est un exemple aujourd'hui qui est quand même assez emblématique des mobilités partagées, qui est devenu au fil du temps une vraie référence mondiale, je pense qu'on peut le dire, par son envergure et par son impact. Et Sabrina de Canton, vous êtes la première adjointe aux mobilités de la commune de Saint-Ouen, qui est une collectivité également membre du SAVM. Et Sylvain Laval, qui nous rejoindra peut-être, qui a malheureusement, et pour le moment, est retenu sur quelque chose d'autre. Alors, je vous propose de structurer cet échange en deux parties. La première, c'est quels sont les défis et les opportunités qui sont proposés par la gouvernance métropolitaine. Donc, on essaye de mieux comprendre plus précisément les avantages et les inconvénients de ce type de gouvernance. Et dans une deuxième partie, peut-être de se concentrer davantage sur le volet de coordination entre les acteurs, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les différents acteurs, les différents besoins de chacun de ces acteurs puissent être mariés et que cela fonctionne correctement. Donc pour cette première partie, je vous propose de partir sur les forces et les faiblesses de ce type d'approche et les différents échelons et mécanismes qui peuvent être envisagés. Pascal Ozannet, je vais commencer par vous, si ça vous convient. Vous avez, de par vos fonctions qui sont passées par le privé, par le public, vous êtes consultant aujourd'hui, vous avez une vision qui est quand même très transversale de ces sujets-là. Et quand on a échangé pour préparer cette table ronde, j'ai trouvé très intéressant que vous reveniez sur un point, c'est que vous abordez la question de l'ambition dans les mobilités partagées par un prérequis qui est l'optimisation des financements et des structures existantes. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de réinventer la roue, il faudrait peut-être que ce qu'on a mis en place fonctionne déjà. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là ? Bonjour à tous. Alors déjà, optimiser l'existant, ça tombe bien en contexte de disette budgétaire. Donc déjà, essayons d'améliorer l'existant. On parle beaucoup de mobilité partagée. Il y a un bien collectif
qui lui est partagé, c'est l'espace urbain. Et donc, et tout l'enjeu de la régulation de l'espace urbain, il doit être optimisé. Optimisé, sachant que dans toute infrastructure, c'en est une, dans les transports, on dimensionne, on s'organise pour répondre à l'heure de pointe. Dans les transports, dans les mobilités, il y a une particularité, donc, comme dans beaucoup d'activités de service, c'est qu'il y a simultanéité entre la production et la consommation. Il n'y a pas d'activité de stockage. Donc on dimensionne un métro, un tramway en fonction de l'heure de pointe. Et selon le niveau de l'heure de pointe, on décidera si c'est un métro, un tramway ou un bus. Il y a un bien collectif qui lui aussi doit être optimisé, donc, parce qu'il répond aussi à cette figure imposée du dimension de l'heure de pointe, c'est la voirie, l'espace viaire. Alors, bon, en économie des transports, il y a toute une littérature, hein, c'est facilement retrouvable, mais vous savez que sur une bande, une largeur de 3 mètres, 3 mètres en voiture, avec un taux d'occupation de 1,1, donc on fait passer 500 à 1000 voitures, selon qu'on est en voirie urbaine très dense ou un peu moins dense. Donc ça donne la capacité de la voirie. Alors, si on veut faire le métro, par exemple, je parlerai après des mobilités douces, un métro a une capacité de 40 000 à l'heure par sens. Donc si vous voulez faire passer sur la voirie ce qu'on fait passer sur le métro, la ligne 14, c'est une largeur de voirie de 100 à 150 mètres. Donc on voit donc là, tout de suite un chiffre, l'intérêt de développer les transports en commun. Alors, puisqu'on est en mode partagé, enfin sur la voirie, le tramway, si on fait le ratio, c'est un rapport de 4 à 5. Idem pour le vélo. Le vélo est faiblement consommateur d'espace sur une largeur de 2 mètres. Enfin, donc on fait les comparaisons. Il y a, là aussi, en économie de transport, toute la littérature donne les chiffres. C'est un rapport de 4 à 8. Hein, selon que l'on est en voirie urbaine à 500 ou 1100. Donc voilà. Donc le vélo. Donc la question qui est posée aujourd'hui pour les décideurs politiques, c'est comment. Et ça, c'est une des particularités de la zone dense. Je sais qu'on va aborder la question densité, zone dense et périphérie. Je veux dire, un des enjeux majeurs aujourd'hui dans les zones denses, dans la zone de la métropole, c'est la régulation de l'espace urbain. Hein, et donc, comment on régule tout ça pour qu'on arrive à un optimum économique. Là, je reprends les expressions des économistes. Alors après, sur le financement, bah, c'est aussi pareil. Donc, ça revient aussi à la tarification. Comment on va tarifier pour qu'on optimise cet espace urbain, sachant qu'il y a ce phénomène de saturation. Par exemple, quand il y a une ligne de métro qui est surchargée, la ligne 13, il y en a d'autres, et qu'il y a une piste cyclable qui longe cette ligne de métro sur un parcours très court, et on sait que dans la métropole, 72% des déplacements font moins de 3 km. Sur un déplacement court, eh ben, essayons de favoriser les modes doutes en déchargeant les transports en commun. Il n'y a pas uniquement le transfert modal voiture vers les modes douces, mais aussi posons-nous la question sur l'optimisation. Comment on peut étaler, vous savez que c'est un gros problème pour les transporteurs, l'heure de pointe. Donc on dit on achète plein de matériel roulant pour répondre à une demande, voire même à l'heure de pointe, voire à la demi-heure même des fois. Alors et le reste de la journée, le matériel n'est pas utilisé. Donc comment on pourrait par la tarification être incitatif ? Par exemple, je veux dire, on fait du Vélib, alors c'est 40% le prix, le taux de couverture, hein, je crois, sur Vélib. Bon, on le réduit à 20%, ou même gratuité du Vélib à l'heure de pointe, pour favoriser le vélo et réduire, étaler l'heure de pointe. Hein, donc, mais ce qui suppose une coordination entre les différents acteurs et une mutualisation aussi des financements. Alors c'est très intéressant et c'est justement la conclusion à laquelle je voulais vous amener. Ça demande une coordination, si jamais on parle de tarification à la demande, en fonction des heures de pic, des heures de pointe et autres. Quelle est la bonne échelle pour pouvoir gérer ce type d'organisation et quelle est la bonne gouvernance ? Parce que comme il y a énormément de mobilité concernée, de structures différentes, quelle est la bonne échelle de gouvernance ? Actuellement, chacun est dans son couloir, chacun a son modèle économique. Le free floating, bon, bah là, c'est 100% du prix de revient. Il faut que les investisseurs privés, donc voilà, retour sur investissement. Bon, Autolib et Vélib, je donnais le chiffre. Et puis après, il y a la tarification des transports en commun. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir une coordination, entre un croisement des approches, des expertises entre le syndicat Vélib, Autolib et puis IDFM, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité, de par la loi avec le MAS, par exemple, de faire un MAS métropolitain.
donc qui pourrait être piloté par le syndicat, donc un MAS métropolitain qui, lui, s'occupe de sa propre tarification. Là. Il ne va pas intervenir, la loi ne le permet pas sur le prix du ticket de métro ou du bus, mais par contre sur toutes les mobilités, je dirais, partagées, donc avec l'autopartage, le Vélib, une coordination avec le free floating, les investisseurs privés. Il peut très bien y avoir un MAS métropolitain et j'ai envie d'ajouter un MAS métropolitain avec des algorithmes d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit simple, la tarification par définition, mais en fonction de ce que je disais, les différenciations heure pointe, heure creuse, et puis après si on élargit aussi sur la grande couronne, donc il y a d'autres enjeux, on peut faire des tarifications différenciées pour favoriser les modes de transport les plus pertinents selon l'heure de la journée. Et donc ça, on peut, pour ça, je dis avec des algorithmes d'intérêt général, pour optimiser donc l'espace urbain, parce que la régulation de l'espace urbain est un enjeu majeur. Est-ce que ce type d'algorithme d'intérêt général peut être géré par des opérateurs privés ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit géré par la puissance publique ? Il y a deux choses. Il y a celui qui va opérer, qui va faire fonctionner le MAS, bon, ça peut être un privé, mais le cahier des charges, les orientations, ça c'est de la puissance publique, très, très clairement. Merci. Yannick, le SAVM gère aujourd'hui en volume, je le disais en introduction, probablement le plus grand service de vélo partagé au monde, en tout cas en taux d'usage par jour par vélo. Avec, Sylvain en parlait tout à l'heure, des taux d'usage qui peuvent aller jusqu'à 15 par jour, ce qui est quand même assez colossal. Ce sont 19 000 vélos, c'est 40% qui sont à assistance électrique. Alors, je crois que ça a été mentionné aussi ce matin, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des ratés. Ça ne l'est sans doute toujours pas, vu les volumes qui sont générés. Néanmoins, force est de constater qu'on est passé d'un service qui était déficitaire à un service qui aujourd'hui est rentable, d'une part, d'un service à un moment donné qui était aussi assez détérioré à aujourd'hui un service qui est très utilisé, voire même surutilisé. Donc la demande est bien là. Alors, il y a sans doute encore du chemin à parcourir, mais comment vous êtes parvenu à rééquilibrer Vélib et comment est-ce que la gestion au niveau métropolitain vous a aidé dans cette mission ? Effectivement, ça permet de revenir un petit peu sur l'historique de Vélib. Vélib, lorsqu'il est devenu métropolitain en 2018, a connu des changements importants d'infrastructure et ça a nécessité effectivement beaucoup de travaux qui ne se sont pas toujours très bien passés et des difficultés aussi d'ordre organisationnel pour l'exploitant et il était nécessaire effectivement à un moment de poser un peu le crayon, de se pencher sur l'état du service, et là je parle de la fin 2021 en fait, et c'est ça qu'on a fait au sein du syndicat. On a commencé à échanger avec le prestataire en se disant d'abord quel est l'état des choses actuelles, et ensuite nous allons identifier des mesures, des évolutions qui pourraient être vertueuses pour les services et dont l'objectif, évidemment, n'est pas non plus de dégrader l'équilibre économique du service. C'est bon, ça marche, je crois. Je continue tant qu'il est encore en vie. Alors donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord un diagnostic partagé avec Smovengo, et je remercie le directeur général Jacques Rével-Dinger d'être dans la salle. Puis nous avons essayé ensuite de construire une voie de... On a axé d'abord les premières évolutions sur le nombre de vélos, et donc ça a été un travail avec Smovengo, pour arriver au nombre de vélos qui est prévu par le marché, ce qui n'était pas le cas. Il nous manquait à peu près 3000 vélos en 2021. Le second axe sur lequel nous avons travaillé, c'est celui de la régulation. C'est toujours en cours, puisque l'objectif est d'améliorer la répartition des Vélib sur l'ensemble du réseau et de faire en sorte que, dans la mesure du possible, et à l'avenir, donc dans un proche avenir, la plupart des métropolitaines et des métropolitains puissent les vélos qu'ils sont. Montez bien votre... ici, là. Attendez, je vais vous donner le mien. Alors, je crois que je n'y touche pas. Mais... ça marche. Fort dans le micro. Ouais, j'ai parlé peut-être un peu plus fort. Et donc, la régulation, c'est en cours.
On y travaille avec Smovengo là aussi, et la démarche est un peu la même. En fait, c'est d'abord un diagnostic partagé, des indicateurs partagés qu'on construit au syndicat, qu'on partage avec le prestataire, donc sur lequel on se met d'accord, et ensuite on identifie des voies pour améliorer la situation, donc tourner de façon plus efficace pour ramasser les vélos, pour les disposer en station et faire en sorte que nous puissions ainsi améliorer le vécu du service pour les usagers. Et ça se passe aussi avec des solutions qu'on peut identifier avec des universitaires ou des centres de recherche, puisque l'année dernière, dans cette même salle, on était réunis pour le hackathon de Vélib Métropole. Et à cette occasion, on a une équipe de chercheurs qui nous a proposé un nouvel algorithme de positionnement des vélos en début de journée qui permet de favoriser un nombre de courses maximum, donc une utilisation encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui du service. Et donc on travaille, enfin je sais que Smovengo travaille avec cette équipe de chercheurs et nos équipes pour mettre en œuvre cette proposition et l'intégrer au système de régulation de Smovengo. Et puis la troisième brique en fait, de cette amélioration du service, ce sera à venir dans les mois qui viennent, ce sera la question de l'état des vélos. Puisqu'on constate encore aujourd'hui qu'on a un état des Vélib qui est encore insuffisant en station. Et donc, il va falloir travailler avec le prestataire, là aussi, pour améliorer cet état, faire en sorte qu'on passe d'une trentaine de % de Vélib conformes au marché à plus. Et donc, ça, c'est encore un sujet à venir pour les années qui viennent, en fait, pour 2026-2027, probablement. Merci. Quand je vous entends parler notamment de réglementation et donc le fait de pouvoir faire en sorte que le service puisse bien fonctionner, vous me parliez aussi de quelque chose qui est peut-être assez spécifique au SAVM, c'est cet ADN municipal que vous mettez en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, l'ADN, c'est une émanation des collectivités. Nous ne sommes que l'ensemble des collectivités qui sont adhérentes au syndicat. C'est une particularité par rapport aux autres entités qui participent évidemment de la gouvernance des mobilités en Ile-de-France. Je pense à IDFM, je pense à la métropole du Grand Paris. Et peut-être à d'autres. Nous avons les pieds dans les communes, puisque nous sommes en relation permanente en fait, avec les services techniques de ces communes. Pour Vélib, on l'a été pour Autolib auparavant, et c'est effectivement notre ADN, puisqu'on s'est construit comme ça. Ça veut dire aussi qu'on ne procède que de la volonté des communes. On n'a aucune vocation à définir un intérêt général qui ne soit pas compatible avec les communes en question. Et donc, pour les nouveaux services sur lesquels on va intervenir dans les prochains mois, pour essayer de réguler, d'organiser mieux les choses, on procédera là aussi en fonction des demandes des communes. Donc ça nous donne une légitimité plus importante, je pense, que d'autres organisations, en tout cas aujourd'hui, auprès de ces mêmes communes qui sont aujourd'hui les gestionnaires de voirie, en fait, qui prennent les décisions en la matière. Et donc c'est effectivement beaucoup plus simple pour nous d'intervenir auprès d'elles. Et par ailleurs, on a quand même cette vocation à mutualiser les moyens et donc à faire des économies d'échelle sur les moyens nécessaires pour gérer ces mobilités. C'est notre travail quotidien, là aussi ça a été sur Autolib et sur Vélib aujourd'hui, et donc c'est notre vocation à venir là aussi de réunir les volontés, de les coordonner, essayer de les mettre aussi un peu plus en cohérence qu'elles ne sont aujourd'hui. On voit bien que les services de mobilité sont très éclatés. On a des zones blanches, on a des dents creuses un peu partout, on a des services qui sont présents dans quelques communes, quelques dizaines de communes parfois de la métropole seulement, sur plus d'une centaine. Donc il faut essayer de créer de la cohérence, de générer des partenariats entre les différentes communes, d'aligner un certain nombre de positions entre les différentes parties pour ensuite construire quelque chose de cohérent pour les usagers. Parce que notre vocation, c'est de procéder de la volonté municipale qui nous transfère des compétences au bénéfice de l'ensemble des métropolitaines et de l'ensemble des métropolitains. Alors peut-être juste une dernière question complémentaire sur ce que vous venez de dire. C'est quand on voit qu'il y a un certain nombre d'usagers, d'usagères qui utilisent certes ce service, mais qui peuvent parfois en utiliser d'autres aussi, comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les usagers de Vélib et parfois dans certaines villes, notamment Paris, mais pas que, on va retrouver du vélo en libre service, sans station d'attache. Il y a quelques opérateurs qui sont, alors qui peuvent être en France, pas nécessairement en Ile-de-France, mais qui sont présents dans cette salle. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces services ne se cannibalisent pas les uns les autres ? C'est une question très intéressante, effectivement. On s'est posé la question parce qu'il y a quelques mois, même plus d'une année, en fait, lorsqu'on a été saisi de demandes de différentes collectivités membres
pour les accompagner dans leurs projets d'autopartage ou de free floating, enfin de développement du free floating, on s'est dit, mais est-ce que ça ne va pas nuire au service public qu'est Vélib? Et nous, effectivement, le premier service qu'on opère, c'est Vélib Métropole. Et donc, on a lancé un certain nombre d'études. On a regardé, par exemple, à Aubervilliers, où DOT s'est installé en 2023, je crois, quelle avait eu l'incidence de cette nouvelle installation. C'était un nouvel opérateur, en fait, il n'y avait pas de free floating sur le territoire de la ville, sur les usages de Vélib. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'augmentation des usages de Vélib entre 2022 et 2024 a été de 30% sur Aubervilliers, quand sur l'ensemble du réseau, sur la même période, cette augmentation n'a été que de 10%. Donc, le fait de mettre des nouveaux services de mobilité partagée sur un territoire ne nuit pas au service public. Au contraire, ça crée des nouveaux usages, des nouveaux besoins auxquels Vélib répond également. Et même chose, on parlait tout à l'heure des JO et des Jeux paralympiques, et évidemment cet exemple est très intéressant, puisque là aussi on a eu une augmentation du nombre de véhicules de free floating présents sur le territoire de Paris et la petite couronne. Et ben, ça n'a pas nuit non plus du tout à Vélib, puisqu'on a connu nos records, on a multiplié par 10 certaines ventes de tickets de courte durée, par 3 globalement l'ensemble des tickets de courte durée. Donc c'est énorme, et je ne peux pas imaginer qu'en l'absence de ces vélos en free floating supplémentaires, on aurait multiplié par 5 le nombre de tickets en courte durée de Vélib. Je ne crois pas. En fait, on a simplement le fait d'avoir encore plus de véhicules partagés, notamment de vélos partagés sur ce territoire, a fait que les usagers, les métropolitaines, les métropolitains, les touristes ont utilisé les moyens qu'ils avaient à disposition, dont Vélib, et dont aussi les opérateurs de vélos en free floating. Donc pour moi, le fait de développer ces services opérés par du privé, parfois, effectivement, n'a pas de conséquences négatives. Au contraire, ça génère un écosystème de mobilité partagée sur un territoire qui est dense et qui en a besoin. Et donc, ça profite à tout le monde. Donc, autant le développer, mais si on veut le développer, il faut l'organiser. Parce qu'effectivement, c'est le rôle de la puissance publique de savoir là où elle veut aller, d'avoir une stratégie et donc de réguler les différents opérateurs. Donc moi, mon souhait, c'est que le syndicat soit à la fois cette entité qui peut réunir les différentes volontés municipales, d'IDFM, de la métropole du Grand Paris, donc publique, disons, et qui puisse aussi orchestrer le déploiement de ces différents services et réguler, donc définir les contraintes qui vont s'imposer au privé. Et c'est vrai qu'on commence à arriver à une sorte de vitesse de croisière. On se souvient de 2018-2019 où ça pouvait être, avec notamment tout ce qui est libre-service, un petit peu compliqué. On était au début d'une nouvelle industrie. Aujourd'hui, on sent que ça commence à arriver à une sorte de vitesse de croisière. Et c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui le moment de mieux réglementer ça et mieux réguler ça avec peut-être une autorité qui serait en charge de ça. Sabrina, vous êtes en première ligne, vous, puisque vous êtes la première adjointe en charge des mobilités à Saint-Ouen. Et c'est une collectivité qui est intéressante puisqu'elle a décidé de se séparer à un moment donné de Vélib pour mieux y revenir après. Vous avez développé d'autres initiatives, il y a eu City Scoot aussi. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec votre collectivité, c'est qu'il y a des contraintes et on sort d'un budget chaotique là, qui a été problématique, où on voit que les collectivités auraient pu énormément souffrir, notamment de cette période-là. Il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes techniques aussi qui sont liées au fait de certaines collectivités qui sont plus petites. Votre expérience est très précieuse là-dessus, parce qu'elle est très concrète aussi, puisque vous êtes en première ligne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir à Vélib, puisque c'était sous la mandature précédente qu'il y avait eu un arrêt, et quels enseignements vous en tirez depuis que ça a été réintroduit? Merci beaucoup pour cet échange, merci pour cette question. Alors, la particularité effectivement de Saint-Ouen, c'était qu'on a fait partie de la première aventure de Vélib, Vélib 1 entre guillemets. Puis, suite à un changement de gestion municipale, la municipalité donc précédente a décidé de se séparer de ce service pour une raison qui était essentiellement, en tout cas celle qui était avancée, qui était liée au coût, au fait que la ville n'avait pas à porter le coût des stations. Donc ça, c'était sous l'ancienne mandature. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on n'y est revenu? Eh bien, tout simplement parce que la ville est repassée à gauche. Je dis ça pour mes camarades de droite qui doivent avoir les cheveux qui se hérissent, mais bon, comme ça
Ça permet de réveiller un petit peu tout le monde. Non, mais trêve de plaisanterie, effectivement, tout à l'heure, Yannick l'a rappelé, il s'agit avant tout d'une volonté municipale d'adhérer ou pas à cette compétence. Et donc, on va trouver des municipalités qui sont volontaires dans le fait de porter un service public autour du vélo, et puis d'autres volontés politiques qui, pour des raisons diverses et variées, vont souhaiter ne pas le faire. En ce qui concerne donc l'exécutif actuel que je représente, nous, on a décidé en 2020 de se rapprocher à nouveau du syndicat Vélib pour pouvoir proposer à nouveau ce service, parce qu'il nous paraissait extrêmement important de pouvoir proposer une manière de booster les mobilités douces, une manière de booster le vélo. Et donc, c'est un engagement qu'on avait pris lors de notre campagne et qu'on a tenu. Ce qui est intéressant à Saint-Ouen également, c'est de voir que le service Vélib suit le développement de la collectivité. Saint-Ouen est une ville de 4 km², donc pas très très grande, mais qui connaît des transformations profondes, puisque on passe environ de 50 000 habitants en 2019, et là on va aller à l'horizon de 2030 à 60 000 habitants. Donc ça fait une progression environ en 10 ans de 1% de population supplémentaire. Donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui nécessite de repenser la manière dont on se déplace dans la ville. À l'aune des nouveaux quartiers qui se construisent, vous avez tous entendu parler du village olympique. Donc Saint-Ouen fait partie des communes qui accueillent le village olympique. Aujourd'hui, les travaux permettent de transformer tous ces hébergements en logements. Donc on va avoir 2500 personnes qui vont venir s'installer dans ce nouveau quartier qui est construit sur des friches urbaines. Et donc, à l'heure actuelle, si nous avons 8 stations, nous projetons d'en installer environ une douzaine pour accompagner en fait ces nouveaux quartiers. Donc on voit bien que la manière dont nous pensons la ville ne doit pas être statique, ce qui est souvent un peu la vision des urbanistes, mais également en termes de mobilité, en termes de déplacement, et comment on accompagne ces nouveaux projets immobiliers, ces nouveaux quartiers, ces nouveaux immeubles qui se construisent, avec une réflexion et une anticipation sur comment les personnes vont demain se déplacer dans cette ville et comment on va pouvoir faire couture avec ces nouveaux habitants pour faire en sorte de ne pas avoir d'un côté les nouveaux quartiers et de l'autre l'ancien Saint-Ouen qui serait déconnecté finalement de ces nouveaux quartiers qui arrivent avec des habitants qui en plus sociologiquement ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des quartiers, on va dire les anciens Odoniens comme les gens aiment à se présenter eux-mêmes. Donc voilà un petit peu pour vous parler du service et puis peut-être dire également qu'on vit, nous les villes de la métropole, ce changement dans les mobilités partagées qui est une sorte de révolution. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a connu énormément de types de mobilité type trottinette électrique. Paris est d'ailleurs revenu sur le modèle qui avait été celui des trottinettes en libre service. Moi, j'ai refusé pendant 4 ans là, les offres des différents opérateurs qui m'ont contacté sur Facebook, sur LinkedIn, par mail, pour pouvoir... Il y en a même qui ont réussi à récupérer mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment, pour pouvoir s'installer dans la ville. Et nous, on avait cette réflexion de dire, OK, nous devons penser notre ville en termes de mobilité, non pas en termes statiques, mais comment on fait en sorte que l'espace public ne devienne pas un espace où les piétons n'arrivent pas à circuler parce que c'est le bazar, on va dire, sur l'espace public. Les gens se sont plaints quand même énormément de ces trottinettes ou de ces vélos en libre service. Et comment est-ce qu'on ne va pas trop vite dans ce déploiement de mobilité partagée. Et pour ça, ce qui est difficile pour nos collectivités, c'est qu'on n'est pas toujours outillés en fait. On n'a pas, par exemple, moi dans ma ville, j'ai pas un agent qui s'occupe des mobilités. La mobilité n'est pas une compétence de la ville. Pour autant, je suis en première ligne dans la transformation de ma ville. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, on avait travaillé avec Yannick, avec Sylvain, avec l'équipe du SAVM qui a toujours répondu présent lorsqu'on a eu des questions hors du Vélib pour accompagner notamment les mobilités partagées automobiles. Et je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir cette réflexion sur comment est-ce qu'on accompagne des villes, on va dire des petites villes à l'échelle de la métropole, 50 000 habitants, c'est pas une administration pléthorique qu'il y a derrière,
pour faire en sorte que le développement de nos communes puisse être accompagné par des services qui sont vraiment adaptés pour nos populations. Oui, et quand vous parlez de population et de besoin de population, ça peut évoluer d'une ville à l'autre. Il y a un point qui est assez spécifique, je crois, pas spécialement spécifique à Saint-Ouen, mais peut-être à la taille, c'est que il peut certes y avoir ces mouvements pendulaires entre Saint-Ouen-Paris le matin, le soir pour les travailler ou autre, mais il y a un enjeu aussi de banlieue à banlieue. Et comment est-ce que vous vous projetez sur ce type de problématique-là ? Exactement. Donc, les mobilités ont quand même très souvent été pensées dans un sens Paris-banlieue. Paris-banlieue, banlieue-Paris. Et nous, banlieusards, on s'est souvent retrouvés en difficulté pour pouvoir faire des trajets de banlieue à banlieue, ce qui génère une dépendance au véhicule individuel, à la voiture, qui est en contradiction avec le grand virage de transition écologique que nous devons faire et donc de limitation de la dépendance à la voiture. Et comment dire à un Odonien qui doit aller travailler à Roissy, ou qui doit aller travailler à Asnières, ou qui doit aller travailler à Gennevilliers, de ne pas prendre son véhicule? Dès que je dis le mot ZFE, voilà, ça bloque un petit peu. La ZFE, c'est pas un sujet facile. Mais comment dire à ces personnes, non, ne prenez pas votre véhicule individuel, alors que les bus, les lignes de bus sont saturées. On estime aujourd'hui que sinon, je peux parler comme ça, si c'est plus simple, non ? Que l'offre de bus est très insuffisante par rapport à ce qu'elle devrait être. On sait que ça ne va pas s'améliorer avec la privatisation. Donc, ce transport de banlieue à banlieue, et donc le Vélib y répond. Et d'ailleurs, pour les personnes en tout cas qui peuvent faire du vélo, parce que tout le monde ne peut pas non plus être à vélo, il faut aussi sortir de cette espèce d'idée préconçue que le vélo serait la solution miracle à tous les... Cependant, là ce qu'on voit par exemple sur Saint-Ouen, c'est que même si Paris, il y a le plus d'échanges avec notre ville, avec Saint-Ouen, Asnières, Levallois sont des villes sur lesquelles il y a énormément de transport, de déplacement avec Saint-Ouen. Pour une raison très simple, il n'y a pas de transport pour y aller. En dehors de prendre 2-3 changements, alors qu'on est à quoi ? 2-3 kilomètres en fait. Donc on voit bien que ça répond aussi à une nécessité de penser la métropole différemment, non pas dans un sens territoire servant banlieue Paris, mais également sur une métropole qui se réinvente entre les villes métropolitaines et plus seulement dans leur rapport avec Paris. Et c'est sans doute d'avoir un coordinateur métropolitain ou autre qui a clairement cette vision d'ensemble aussi qui peut permettre d'organiser ça. Je vous propose d'attaquer la deuxième partie sur davantage la coordination des différents acteurs autour de ces problématiques de gouvernance métropolitaine. Je vais commencer avec vous, Pascal, une fois n'est pas coutume. Vous avez évidemment travaillé beaucoup sur qui sont des problématiques d'une part d'une complexité qu'on a du mal à imaginer. L'intermodalité, l'articulation entre les différents échelons territoriaux sont à la fois au cœur des problématiques, mais aussi parfois des points de tension, avec la voirie notamment, qui est au cœur des réflexions, et puis plus particulièrement dans les zones urbaines comme Paris ou la petite couronne. Si on essaye de regarder l'historique de... et les différentes expériences passées qu'on a pu avoir, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui pour éviter les écueils qu'on peut imaginer et structurer des solutions qui pourront être pérennes pour la métropole et pour les... C'est son retour d'expérience sur à la fois les Vélib. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser ça pour l'avenir ? Alors, peut-être avant de répondre précisément à votre question, au niveau des intervenants, on est quand même dans un patchwork institutionnel qui est quand même pas mal, quoi. Alors, vous parlez du Grand Paris, donc ça a été un supplément un de plus, hein, puisque l'État a dit bon, le Grand Paris, c'est moi. Hein, et donc, alors qu'en fait, il y avait depuis loi tout le pouvoir à Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice. Donc, on est dans ce patchwork avec des problématiques différenciées selon les territoires.
Les mobilités, c'est comme un peu le corps humain, et j'ai été sensible à ce que vous disiez, madame. Il y a les artères, et puis il y a le réseau. Et donc, le réseau capillaire, ça peut être de la compétence des communes, des intercommunalités fines des territoires, et vous donniez quelques exemples avec vos communes limitrophes. Alors, si on regarde, en France, vous avez une organisation qui est quand même très différente de ce qui existe en Île-de-France. Le droit commun, c'est il y a une région, la loi est confortée par la LOM, donc donne à la région un rôle de coordinateur, de chef de file, et puis ensuite il y a les métropoles qui ont leur propre réseau, leur propre autonomie, qui lèvent le versement mobilité, qui ont les financements et qui décident des politiques. Donc, il peut y avoir au sein d'une même région plusieurs métropoles. En Île-de-France, c'est la région qui est l'autorité organisatrice sur l'ensemble du territoire, avec toutes ces spécificités différentes de territoire. Donc on en a beaucoup parlé. Les artères, le réseau capillaire, c'est Île-de-France qui gère tout. Vous avez aussi donc la voirie. Donc dans les autres métropoles, la voirie, elle est communautaire. Donc c'est pas le cas en Île-de-France. Donc chaque collectivité locale a sa propre voirie. Donc ce qui est tout à fait légitime, et je comprends bien que les élus sur un programme sur la ville apaisée, sur le partage de l'espace, disent la voirie c'est moi, donc je n'ai pas envie de la partager. Donc comment on fait pour s'organiser? Alors on peut changer la loi, dire maintenant c'est simple, en Île-de-France. Alors là, il faut un vote du Parlement, enfin, dans le contexte actuel, mais bon, ça peut changer. Il faut un texte qui dit, maintenant, il y aura une autorité organisatrice, ça sera la métropole qui va gérer maintenant les métros, les bus, les tramways, les vélos, enfin, toutes les mobilités, tout ça. Bon, enfin, il faut être pragmatique, il y a le court terme, le moyen et le long terme, donc à court terme, il y a des solutions qu'il faut apporter quand même maintenant, donc à court terme. Alors après, on peut se dire, on peut réfléchir peut-être à une autorité organisatrice plus modeste, c'est-à-dire on créerait une AO qui s'intéresserait uniquement au mode de surface, les bus et les trams. Il y a des problèmes sur les bus quand même, donc je vais y revenir. Enfin, vitesse commerciale, c'est une catastrophe. Donc, on est à moins de 9 km/h maintenant à Paris. Alors, ça a un coût financier. Donc, en banlieue, c'est pas mieux. Enfin, il y a vraiment un gros problème. Il y a le problème d'offre, mais aussi le problème de la vitesse commerciale qui est faible. Donc l'idée, là aussi, il faut changer la loi. C'est un peu compliqué. Alors, comment on peut réfléchir et évoluer, je dirais, à droit constant? J'ai envie de dire, il y a la métropole, il y a le syndicat autonome Vélib. À droit constant, vous pouvez faire quand même pas mal de choses pour traiter ces différents éléments dont on vient de parler ensemble. Alors, et puis, il y a un besoin aussi d'harmonisation. On a parlé de la tarification tout à l'heure, mais aussi un besoin d'harmonisation. Par exemple, l'autopartage, donc ça peut basculer sur le syndicat. Pour les recharges électriques, on peut peut-être harmoniser les tarifs, parce que chacun a un peu son tarif sur la région. Il y a les redevances aussi pour le free floating, donc on peut peut-être essayer d'harmoniser. Il y a aussi la signalétique, et puis peut-être que le syndicat pourrait récupérer ces différents financements. J'ai parlé tout à l'heure de la coordination tarifaire. Moi, je verrais bien aussi, alors là, je vais charger la barque, Sylvain qui est en face de moi, là, donc, mais puisque vous êtes allant et volontaire, peut-être le bus, je parlais du bus. Alors, le bus, l'exploitation, c'est de la compétence d'IDFM, qui a un contrat avec les opérateurs, et RATP, qui dit, voilà, le niveau de service, la tarification, c'est moi. Bon, ça, on ne change rien. Mais le problème dans cette hiérarchie, c'est ce patchwork institutionnel. Vous avez une entreprise, la RATP, qui contractualise avec l'autorité organisatrice, IDFM, mais qui est aussi dépendante de la voirie, qui est un autre acteur public, pour faire tourner ces bus. Aujourd'hui, donc, moins de 9 km/h. En banlieue, c'est un peu plus, mais c'est pas glorieux. Moi, j'ai fait le calcul il y a 2 ans, mais depuis, ça s'est aggravé. Donc, le chiffre, il faut le réactualiser, mais plutôt à la hausse. Ça fait un coût de congestion annuel de 300 millions d'euros par an. Alors, j'ai envie de dire, ce chiffre-là, j'en ai parlé avec pas mal d'acteurs, je cherche toujours le pilote, quand même. Où est le pilote, là? Parce que c'est de l'argent. Pourquoi c'est un coût de congestion? Parce qu'une faible vitesse, pas trop technique, mais quand les bus ne vont pas vite, il faut plus de bus, il faut plus de conducteurs, plus de consommation de carburant. En plus, pour l'environnement, c'est pas terrible. Il faut plus de dépôts. Donc ça a un coût. Tous les ans, il y a un chèque de 300 millions d'euros. Maintenant, ça a été majoré, qui est gaspillage. Donc comment on peut augmenter la vitesse commerciale? Donc il faut travailler la voirie. Il y a les systèmes d'exploitation, mais la voirie est un élément majeur. Et donc, pourquoi ne pas réfléchir à un plan métropolitain des bus?
Voilà, plan métropolitain des bus qui travaille cette question. Hein, donc, disette budgétaire dont je parlais tout à l'heure. Si on peut améliorer la vitesse commerciale, on peut gagner 300 millions par an. C'est pas mal. On peut faire quand même pas mal de choses. Enfin, à Saint-Ouen et puis dans d'autres villes. Je pense qu'avec. Oui, donc là, un plan métropolitain des bus. Voilà, donc là, une idée. Donc et puis, je charge encore un peu la barque. Autour, là, vous parliez du Grand Paris. Bon, moi, j'ai été beaucoup impliqué sur le Grand Paris, donc à 200 km, 508 gares. Donc, c'est un projet formidable. Hein. Bon, l'État a joué le job, a fait le job. Enfin, franchement, c'était très positif. Mais on a voulu aussi aller vite, mais ça va quand même assez vite, même s'il y a des retards. Enfin, honnêtement, à l'échelle de l'histoire, c'est quand même formidable ce qui est en train de se faire. Mais comment on organise les mobilités autour des gares? Alors là, je cherche encore le pilote. Hein. On réfléchit actuellement 300 mètres autour des gares du Grand Paris. Des fois 800 mètres. Mais c'est pas assez, il faut avoir une vision plus large. Hein. Et l'organisation, le rabattement des mobilités. On ne va pas aller en bagnole à la gare du Grand Paris. Hein. Il faut y aller à vélo. Hein. Et à vélo, il faut faire des pistes cyclables. Donc je pense qu'il faut réfléchir au niveau des mobilités autour des gares du Grand Paris sur un rayon de 2 à 3 km. Il faut aller au-delà des 300 voire 800 mètres. Donc là, je pense que c'est un enjeu qui peut être aussi confié donc, aux syndicats avec la métropole, bien évidemment. Et alors, très brièvement, parce qu'on commence à toucher vers la fin de cette table ronde, mais est-ce que l'État a un rôle à jouer là-dessus? Est-ce qu'il doit être stratège? Est-ce qu'il doit être pilote? Est-ce qu'il doit être absent? Alors l'État, très rapidement, qu'il soit stratège sur les artères, sur la région capitale, comme il l'a fait sur le Grand Paris, oui. Enfin, sur le réseau capital, sur la gestion quotidienne des mobilités, je pense que c'est pas son job. Il a autre chose à faire. Jacques Baudrier parlait tout à l'heure des financements de l'État pour les pistes cyclables. J'ai envie de dire que l'État, il respecte déjà ses engagements. Hein, en matière de plan vélo, hein, puisqu'il y a quand même quelque chose de très ambitieux hein, sous l'égide d'Elisabeth Borne qui avait été lancé, qui respecte ses engagements. Ensuite, l'État peut jouer un rôle sur les normes, sur la sécurité. Donc, on parle beaucoup effectivement de l'incivilité des cyclistes, tout ça. Donc, il y a beaucoup de discussions. Là, on peut peut-être faire un code. L'État peut pour réglementer ces questions-là, mais pour la gestion des mobilités quotidiennes, non. Enfin, moi, je pense que l'État doit se retirer complètement. Très bien, merci. Sabrina, peut-être une question sur vous et sur le dynamisme des collectivités comme la vôtre. Quel serait le rôle idéal, selon vous, pour la métropole du Grand Paris, pour pouvoir, vous accompagner, mais sans tuer le dynamisme aussi de collectivités comme la vôtre? Alors, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'en attends. Nous, ce qu'on aurait besoin dans une collectivité comme la nôtre, c'est d'avoir du conseil. Alors là, on a parlé beaucoup du Vélib, mais avoir du conseil aussi sur l'autopartage. Aujourd'hui, on a un nombre considérable, d'ailleurs que je ne peux pas chiffrer parce que je n'ai pas d'études là-dessus, mais ce serait intéressant, d'utilisateurs, de gens qui ont une voiture, qui ne s'en servent que pour aller dans leur résidence secondaire le week-end ou pour partir en vacances. Ce qui est une consommation quand même de l'espace public qui est gigantesque. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ce partage autour de la voiture? Comment est-ce qu'on accompagne le déploiement des mobilités type scooter électrique? À Saint-Ouen, j'avais donné mon accord pour installer donc des scooters électriques en autopartage, mais l'opérateur, je ne citerai pas le nom, mais il y a eu quelques difficultés. Donc cet autopartage est tombé à l'eau. Néanmoins, c'était un service qui fonctionnait très bien, sur lequel j'avais des demandes dans d'autres quartiers pour pouvoir déployer ce service. Donc là, on a ouvert de nouvelles discussions autour de cet enjeu de scooter électrique parce que ça fonctionne vraiment très bien. C'est léger et puis ça coûte un peu moins cher que la voiture. Puis ça correspond aussi à des mobilités qui sont pour faire des trajets de 4-5 km, qui est quand même un peu le dimensionnement un peu idéal en métropole. Comment est-ce qu'on accompagne l'autopartage aussi avec les bornes de recharge de véhicules électriques? Donc avec les différents opérateurs de bornes de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, on a 3 opérateurs différents sur la métropole. Le CIGF, le CIPEREC, Métropolis, peut-être d'autres également que je ne connais pas. Donc comment est-ce qu'on met en cohérence tout ça? Les vélos également électriques, Yannick a parlé tout à l'heure de l'expérience à Aubervilliers qui, moi, me fait beaucoup réfléchir aussi parce qu'au départ, je n'étais pas forcément très partante. Mais voyant les résultats de mes collègues sur Aubervilliers, je me dis que peut-être qu'il faut qu'on revoie ça. Mais il y a aussi différents opérateurs. Comment est-ce qu'on fait des zones d'exclusion? Quel type de convention avec ces opérateurs? Enfin, il y a vraiment un rôle, je pense, d'accompagnement et de conseil de la part des collectivités pour gérer ça. Ça, c'est la première chose, le conseil, l'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment le coût. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question budgétaire. On va quand même vers une disette au niveau des collectivités. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, quid
de ce qui va se passer dans les prochaines années, à la fois pour développer des solutions et des nouvelles stations telles que le Vélib, parce que ça a un coût quand même pour la collectivité, même si on remercie beaucoup la métropole du Grand Paris de subventionner quand même les stations, et ce qui permet aux collectivités d'en développer de nouvelles. Mais on sait que prochainement, ce ne sera peut-être pas forcément le cas. Les choses vont peut-être se restructurer. Et puis, les pistes cyclables, tout à l'heure, peut-être que ce matin, vous avez parlé du plan vélo. Aujourd'hui, en tout cas dans le plan de financement, la loi de financement qui avait été présentée, il n'y avait plus €1 sur l'accompagnement des collectivités justement à développer des nouvelles pistes cyclables. Or, on sait que ces deux choses doivent aller ensemble. On ne peut pas développer les mobilités douces si les gens ne se sentent pas en sécurité quand ils prennent un vélo ou une trottinette. Ça n'est pas possible. Donc, et pour ça, la voirie, c'est quand même un coût qui est énorme. Aménager de la voirie, ça coûte extrêmement cher. Moi, j'ai découvert ça dans ce premier mandat que j'exerce. C'est incroyable le prix d'une piste cyclable. À Paris, pour vous donner un ordre d'idée, mais je parle sous le contrôle de monsieur Réfaud qui est là, peut-être que tu as les chiffres mieux en tête que moi, le plan vélo, c'est entre 40 et 50 millions d'euros par an. En Seine-Saint-Denis, pour une voirie qui est plus importante que celle de Paris, en termes de kilométrage, eh bien, c'est un budget que l'on peut nous consacrer en Seine-Saint-Denis de 10 millions seulement. Donc c'est là où on voit. Donc souvent les cyclistes me disent mais regardez à Paris comment c'est extraordinaire, et effectivement moi je salue ce qui a été fait par l'équipe municipale en place. C'est extraordinaire comment Paris est devenu une ville cyclable en quelques années. C'est quand même dingue. On nous dit regardez en Seine-Saint-Denis, par contre, voilà, vos pistes, c'est quand même pas terrible. Et effectivement, moi, sur ma ville, je vais avoir une voirie départementale à l'échelle du mandat qui va être réalisée. Mais on n'a pas les mêmes moyens partout, en fait. Et donc, comment on fait cette péréquation ? Comment on fait en sorte qu'il y ait une juste répartition entre les territoires qui n'ont pas les mêmes recettes, qui n'ont pas les mêmes moyens, mais qui ont les mêmes besoins, avec des populations encore plus vulnérables qu'il faut accompagner davantage. Donc c'est ça la question qui se pose aujourd'hui, et c'est évidemment dans les mobilités comme sur d'autres politiques. Mais je crois que je suis un peu longue. Et alors, les contraintes budgétaires que vous mentionnez, on les retrouve à la fois dans le public, on les retrouve aussi dans le privé, puisque depuis bientôt 2 ans, on voit un certain nombre d'opérateurs être en difficulté. Les taux d'intérêt ont augmenté, difficile de relever des fonds dans de bonnes conditions, surtout pour une industrie qui avait levé, alors qui est déjà assez énergivore en termes de cash, parce qu'il y a du hardware, il y a des véhicules derrière à produire. Mais on voit qu'il y a eu des défauts. Il y a des entreprises qui ont été en difficulté. Comment, Yannick, c'est une question qui s'adresse à vous, comment est-ce que on peut réfléchir à tenir compte aussi, parce que vous avez réussi à le faire avec votre opérateur Smooth & Go, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'opérateur puisse continuer à se développer de manière pérenne, de manière économiquement et financièrement viable, tout en étant dans l'ADN municipal dont vous parliez il y a un instant, avec des exigences au niveau des municipalités sur la qualité et la gestion du service qui parfois peuvent être irréalistes aussi. Comment est-ce qu'on arrive à travailler sur cet équilibre-là ? Effectivement, il y a beaucoup de progrès, il y a une belle marge de progrès en la matière. Je pense qu'il faut d'abord fédérer les volontés municipales. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des opérateurs privés qui dialoguent finalement unité par unité avec chaque équipe municipale. Ce qui consomme beaucoup de temps pour les opérateurs en question, ce qui consomme aussi du temps pour les équipes municipales en question. Et Sabrina évoquait les moyens en fait, qui sont nécessaires au sein d'une commune pour gérer des sujets qui ne sont pas directement de sa compétence. Donc c'est des moyens RH, c'est aussi de la formation, parce qu'il faut s'actualiser, c'est des sujets qui évoluent très régulièrement. Et donc il faut se maintenir à la page. Ce n'est pas évident lorsqu'on a, en plus de ce sujet-là, plein d'autres trucs à gérer au quotidien au niveau de l'agent concerné. Donc, effectivement, je pense que le rôle du syndicat en termes de mutualisation de ces moyens est important. Et par ailleurs, pour les usagers et des opérateurs, il faut essayer de coller davantage aux usages, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une ville dit de façon très isolée « moi je veux avoir un système de vélo en free-floating », parfois c'est même sur un quartier, parfois notamment sur le scooter, c'est un quartier d'une ville, je pense à plein de villes qui sont périphériques de Paris, où c'est le cas. D'abord, pour l'usager, c'est pas très pratique, parce que ça veut dire que pour faire un trajet
avec le véhicule en question, il va devoir partir du quartier concerné pour aller dans un autre quartier concerné. Il faut quand même avoir de la chance pour que la destination de l'usager tombe pile sur l'espace où le service est assuré. Et puis par ailleurs, pour l'opérateur, ce n'est pas non plus idéal parce que ça veut dire que les usages sont relativement faibles de ce fait, puisque peu d'usagers sont concernés par les territoires sur lesquels le service existe. Et donc, le modèle économique, il en pâtit énormément. Ça veut dire qu'on a peu d'économies d'échelle, puisque relativement peu de véhicules qui peuvent être mis en place sur une surface étriquée. Et donc, il faut probablement élargir considérablement les territoires concernés en essayant de fédérer les volontés municipales. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a dans notre ADN ce point de départ qui est la volonté municipale. On n'ira jamais contre une collectivité qui ne souhaite pas disposer d'un service. C'est pas notre rôle, c'est pas notre positionnement, c'est pas notre vision des choses. En revanche, si plusieurs collectivités d'un même territoire ont envie de disposer d'un même service, là pour le coup, notre rôle, c'est de les fédérer et de les aider à passer les AMI nécessaires pour disposer d'un service qui corresponde à leurs besoins. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. On le voit d'ailleurs sur Vélib. Vélib se déploie doucement, finalement, en essayant de couvrir un périmètre de plus en plus vaste, mais toujours en s'assurant que ça correspond aux besoins de la collectivité, enfin du territoire concerné, donc des usagers finaux. On fait pour ça des études sociodémographiques, on regarde les caractéristiques du tissu urbain, ou pas urbain d'ailleurs parfois, etc. Et donc ça c'est vraiment notre métier de définir des besoins et des territoires sur lesquels on peut mettre un service, un ou d'autres services. Et donc je pense que ce process peut tout à fait s'appliquer au free floating de façon générale, à l'autopartage en particulier. Je pense qu'on a là aussi des marges de progrès immenses en matière d'autopartage, parce comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces services sont très éclatés, très divers, très hétérogènes, et finalement parlent assez peu aux usagers finaux, parce que les tarifs sont différents, parce que les prestations qui sont proposées sont différentes dans leurs caractéristiques. Et donc aujourd'hui, pour certains usagers qui sont un peu loin de Paris, enfin pas en tout cas directement dans la zone la plus dense, il peut être plus confortable d'avoir un véhicule individuel, parce que c'est plus simple, en fait, tout simplement au quotidien. Et donc, il faut qu'on arrive à une situation où justement l'autopartage et ce gain se rapporte de 1 à 6, à 8, selon l'ADEME, en termes de gain d'espace public via l'autopartage. Il faut qu'on arrive à l'assurer, y compris dans des zones qui sont un peu moins denses, mais qui aujourd'hui sont concernées par la ZFE et qui donc vont avoir à proposer des solutions à leurs habitantes et à leurs habitants pour réduire l'utilisation de la voiture. Merci Yannick. Ce que je vous propose avant de conclure, c'est d'avoir peut-être un temps d'échange avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Stanislas ? Merci. Merci pour cette intervention. Alors, 2 questions. La première, Yannick, vous disiez que ce serait bien d'avoir des mobilités... en gros, à Aubervilliers, où il y a un opérateur de vélo en libre-service privé, vous avez enregistré du coup un taux d'usage de Vélib qui est important, plus important, une croissance de plus 30%. Donc ça sera ensuite une question pour Sabrina. Est-ce que du coup, la ville de Saint-Ouen va lancer en complément de Vélib des offres de vélos en partage d'offres privées, comme celle qui existe aujourd'hui à Paris, donc là et méthode. Ça, je pense, ça sera intéressant. Et la deuxième question, c'était sur les budgets des infrastructures. Vous disiez que la Seine-Saint-Denis a que 10 millions d'euros en budget pour une voirie qui est colossale. Est-ce que le fait de créer des aménagements légers, donc les petits potelets noirs avec un peu de marquage au sol blanc, plutôt que des bordures en granit qui coûtent assez cher, est-ce que ce ne serait pas des solutions pour créer de l'infrastructure facile, légère, rapide et à moindre coût pour justement avoir plus de pistes cyclables en Seine-Saint-Denis et notamment à Saint-Ouen? Et d'une certaine manière, pour clore ma question, donc joindre les deux bouts, plus d'offres grâce à des mobilités partagées qui coûtent zéro aux collectivités, parce que les Lime et les DOT, ils ne font pas payer aux collectivités. Au contraire, même, ils payent une redevance d'occupation du domaine public. Donc vous, ça vous fait des recettes en plus. Et peut-être que ça peut payer cette infrastructure légère. Donc, question pour Sabrina et Yannick. Voilà. Peut-être plus Sabrina d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très pertinentes. Concernant la possibilité d'accueillir donc des vélos en free floating, justement, c'est une question dont on s'est saisi à l'échelle de l'EPT, à l'échelle de pleine commune.
Donc là, en ce moment, je sais qu'il y a un retex, enfin un retour d'expérience qui va être fait sur ce qui se passe à Aubervilliers pour pouvoir voir dans quelle mesure on l'étend sur les communes alentours, parce que ça fonctionne. Donc moi, au départ, j'avais cette idée que c'était pas forcément une bonne chose d'installer ces opérateurs parce que ça faisait concurrence à Vélib, qui est déjà un service qui est subventionné, et donc que c'était pas forcément quelque chose de très positif pour la collectivité au final. Et aussi, il y avait cette mauvaise expérience de ces vélos qui, quand il n'y avait pas les zones d'exclusion qui sont aujourd'hui possibles par ces opérateurs, généraient énormément de difficultés d'usage, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut réorganiser ça, y compris avec nos collègues de Pleine Commune. Et donc je pense qu'à l'avenir, on va probablement envisager d'étendre cette expérience Alberti-Villarienne à l'ensemble des communes qui le souhaiteront. En tout cas, ce serait mon cas. Donc j'ai évolué sur cet aspect-là. Mais on ne parle pas des trottinettes, hein. On parle du vélo. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des opérateurs de free floating de trottinettes dans la salle, mais pour l'instant, la discussion, je compte la réouvrir avec les opérateurs de free floating pour le vélo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant les aménagements et le type d'aménagement. Transitoire versus aménagement périn avec les bornettes en granit. On a, à l'échelle de la ville et même du département, développé, suite au Covid, énormément de pistes cyclables avec ces bornettes en plastique. Sur la voirie départementale, il y a énormément... Déjà, toute la voirie départementale à Saint-Ouen est équipée avec ces bornettes. La difficulté qu'on a, c'est les usagers. C'est que personne ne respecte personne dans cet usage de la route, malheureusement. Et donc, on a sans arrêt, des conflits entre les cyclistes et les automobilistes qui font fi de ces bornettes en plastique et qui se garent en permanence sur les pistes cyclables temporaires. Et donc là, on a des risques d'accident extrêmement importants parce que le cycliste doit se déporter sur la voie. Parfois, quand c'est la nuit, c'est difficile d'anticiper ses mouvements, donc c'est extrêmement compliqué et extrêmement dangereux. Ça nécessite des effectifs de police municipale extrêmement importants pour pouvoir contrôler en fait ces automobilistes et les sanctionner. Et donc, ça rend les choses extrêmement difficiles. C'est pourquoi, aujourd'hui, on est vraiment sur comment est-ce qu'on transforme toutes ces coronapistes, hein, assez mal nommées d'ailleurs, mais enfin toutes ces pistes temporaires, en pistes avec des bornettes, parce que malheureusement, c'est très difficile de faire respecter en fait ces pistes cyclables par les automobilistes et par les livreurs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Bonjour, Aurélien Chussot d'Île-de-France Mobilité. Je m'adresse particulièrement plutôt au SAVM et particulièrement sur la partie autopartage. On a pas mal parlé de Vélib. Première question, on a appris récemment que vous aviez mis à jour vos statuts pour vous dénommer Agence métropolitaine des mobilités partagées. Merci encore pour l'accueil aujourd'hui. Ça montre tout l'intérêt du sujet et on la partage pleinement avec vous. Est-ce que vous êtes doté aussi d'une vision stratégique, des objectifs très précis sur le développement de ces mobilités partagées, de l'autopartage en particulier, des objectifs en termes de mobilité, sur l'aspect social, qui sont portés, on va dire, par le SAVM, si oui, qui sont-ils ? Et aussi, pour commencer, l'autopartage est avant tout une question de partenariat entre les différentes parties compétentes, communes, interco, AOM. On voulait savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour construire ce travail partenarial ou qu'est-ce que vous comptez faire pour construire ce partenariat qui est, en tout cas à nos yeux, essentiel. Et est-ce que vous avez fait aussi un benchmark des démarches un peu qui ont été menées à l'échelle régionale sur la question de l'autopartage ? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait également poser une question derrière vous. Oui. On va peut-être rassembler les questions. Oui, bonjour. Nicolas Frasi, je travaille pour un opérateur d'autopartage en Ile-de-France qui existe depuis 1999, qui s'appelait Mobizen, qui n'a pas pu se développer à cause d'Autolib, sachant que Mobizen a participé aux différentes enquêtes nationales d'autopartage. Aujourd'hui, ça s'appelle Communauto, donc le ratio de une voiture en autopartage en boucle remplace 5 à 8 voitures. C'est un modèle qui est quand même très différent d'Autolib.
Et d'ailleurs, Autolib a disparu, au sens où disparu le modèle de tout. Enfin, il n'existe plus dans le monde de système équivalent à Autolib de véhicules porte-à-porte. Je suis ravi qu'on parle d'autopartage aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas vu de confrères ou de consoeurs à moi. Question, aujourd'hui, nous, comme autopartageurs, on va rencontrer les municipalités. Je n'ai pas récupéré le numéro de madame, mais je tâcherai de le faire. Pour obtenir l'organisation d'appels à manifestation d'intérêt pour déployer des véhicules en voirie. En ce moment, GPSO est en train d'en organiser un. On a des véhicules ASSO depuis 2022. On a ASEF depuis 2017. Enfin bref, on est, si je puis dire, à la disposition des collectivités qui veulent le faire. Quel rôle, ou en tant que commune, ou en tant que SAVM, voyez-vous dans cette articulation? Parce que pour moi, c'est pas clair finalement ce que vous allez apporter en plus de ce qui existe déjà. Merci. Alors, sur l'autopartage, donc effectivement, le syndicat Autolib Véli Métropole s'est renommé Agence métropolitaine des mobilités partagées lundi dernier. Pourquoi? Parce que on a connu deux services importants d'une dimension mondiale dans leur renommée, qui sont Vélib et Autolib. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il y a un manque au sein de cette métropole du Grand Paris concernant la gouvernance de ces sujets-là qui sont sur un territoire qui est plus étroit que la région, et donc qui n'est pas complètement couvert par le rôle d'IDFM en tant qu'AOM, qui sont aussi sur un territoire plus vaste que les municipalités, qui ont les compétences voirie et donc la capacité à délivrer des AMI auxquels vont répondre ensuite les opérateurs et se déployer. Et donc, il y a aujourd'hui probablement un certain manque de stratégie, de vision stratégique sur ces sujets-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autorité qui travaille sur les mobilités partagées sur la zone dense. Et donc nous, notre volonté, c'est de travailler sur cette zone dense pour améliorer la gestion de ces sujets, mettre tout le monde autour de la table et réunir l'ensemble des parties, que ce soit le privé à travers les opérateurs concernés, l'AOM évidemment, la métropole du Grand Paris, les communes qui souhaitent participer à la démarche et qui souhaitent voir se déployer sur leur territoire de nouveaux services. Donc ça concerne en fait toutes les mobilités partagées, c'est-à-dire le vélo, le scooter, les voitures en free floating et potentiellement l'autopartage. Et donc s'agissant de l'autopartage, il y a différentes démarches qui sont en cours aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence, c'est très utile. Et puis on aura l'occasion, je pense, de se revoir et de discuter avec la direction générale du DFM prochainement. Sur l'autopartage, il y a différents projets en cours. Vous êtes en train de réaliser un diagnostic des besoins à l'échelle de la région. La métropole travaille avec la PUR sur ces sujets-là. La ville de Paris a aussi beaucoup travaillé sur un projet éventuel d'autopartage public à venir ou à revenir, je dirais. Nous, notre souhait, c'est d'abord s'il y a un système public qui revoit le jour, de pouvoir en être l'opérateur, parce qu'on estime qu'on a, par notre positionnement, par nos origines municipales, par notre territoire d'action, on a une légitimité particulière par rapport aux autres parties. Donc on souhaite porter le volet opérationnel de ce projet. Mais sur la stratégie, il y a tout à construire aujourd'hui. Il faut d'abord réunir l'ensemble des parties, IDFM, la métropole, les collectivités concernées, etc. Et pour ça, il faut partager les éléments de diagnostic qu'on a tous. Nous, on a fait effectivement un benchmark des solutions d'autopartage à l'échelle des métropoles françaises. Il faut qu'on le partage, il faut qu'on puisse en discuter et qu'on identifie une direction à prendre, une direction stratégique à prendre. Ensuite, on se répartira les rôles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement à construire en la matière et qu'il faut d'abord que l'ensemble des parties puissent être réunies dans une structure qui peut être un comité de pilotage, quelque chose à inventer en tout cas, pour qu'on puisse ensuite avancer de façon pertinente, cohérente, et avec là aussi une cohérence avec les volontés municipales qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction du territoire concerné. Et puis sur l'apport, donc la deuxième question que peut avoir le syndicat, c'est justement d'éviter que vous ayez à discuter avec chaque commune et de définir des territoires qui sont cohérents avec les usages, donc avec les territoires d'action de nos usagers, les territoires de mobilité de nos usagers, donc le bassin de vie plus ou moins de la métropole, on va dire, et puis que la partie administrative puisse être portée par une seule entité, mutualisant ainsi les moyens des collectivités concernées. Je vous propose... Il y a une dernière question.
Une dernière question, si ça vous... Juste en réaction, Une je avant-dernière question. vous remercie. Je vous invite à répondre là-dessus parce qu'effectivement, c'est une démarche qu'on a lancée en printemps dernier côté Île-de-France Mobilité avec les opérateurs partenaires. On a invité effectivement pas mal de communes, en tout cas de regrouper un petit peu ce consortium d'acteurs pour avancer. Donc on est ravis de voir que vous partagez cette même vision et on l'a même partagé la semaine dernière lors de phases d'ateliers de concertation dont une de vos équipes a pu intervenir, donc tant mieux. On vous la partagera avec plaisir et en tout cas sachez que c'est des démarches qui sont bien en marche, déjà bien avancées, que ça soit aussi, et là je me permets de parler au nom de mes collègues de la métropole du Grand Paris avec qui on travaille conjointement aussi depuis plusieurs mois et qui nous ont intégrés également dans leur démarche. Donc avec plaisir pour travailler avec vous à l'avenir et puis que vous preniez connaissance aussi du travail qui est en cours pour qu'on puisse travailler conjointement parce qu'on a tout à y gagner à travailler ensemble. Voilà. Une belle transition avec la table ronde numéro 1 sur la coopération entre les différents organismes et institutions, c'est très bien. Une dernière question et après on pourra continuer ces échanges de manière plus informelle autour du cocktail. Merci. Oui, j'étais ravie d'entendre les propos de monsieur concernant la nécessité d'un plan métropolitain des transports parce que les mobilités douces et partagées, c'est effectivement pas que le vélo et l'autopartage, mais effectivement la question des bus et du métro. Il n'y a qu'à voir les problèmes aujourd'hui dans les transports en commun. 11% des déplacements à vélo dans Paris, ça veut dire qu'il y en a quand même 89% qui ne se font pas à vélo. Et 65% des utilisateurs qui ont entre 20 et 35 ans. Donc ça veut dire qu'il y a tous ceux qui sont plus jeunes et tous ceux qui sont plus âgés, auxquels il faut penser également. Donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail, je me tourne vers Île-de-France Mobilité, sur ce sujet. Et un déplacement en bus à 9 km/h, c'est franchement pas satisfaisant du tout. Donc je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Donc c'est vrai que j'aimerais bien entendre plus parler des transports en commun dans ce sujet des mobilités métropolitaines de façon globale. Et par ailleurs, ce qui peut nous inquiéter, nous les collectivités, je pense quel que soit le niveau de leur strate, c'est le financement de toute cette mise en place, cette gouvernance, ces études, etc., sachant que on a tous des finances en baisse et des perspectives budgétaires en grande difficulté pour certaines communes ou collectivités. Je pense à des départements comme le Val-de-Marne ou autres. Voilà, donc c'est vrai que le portage financier aussi de tout ce travail, pour l'instant, on n'en a pas connaissance et on n'a pas de visibilité du tout. Voilà. Donc ça, c'est un peu... Enfin, je vois que ma collègue de Saint-Ouen acquiesce également, parce que je pense qu'on a les mêmes préoccupations, quel que soit l'endroit de la métropole et de l'Île-de-France dans lequel on est. Donc merci pour toutes les précisions qui pourraient nous être données. Non, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on continue cette discussion de manière informelle, parce que j'ai bien conscience d'être la dernière personne qui reste entre vous et le déjeuner. Donc, merci beaucoup à nos intervenants. C'était une discussion passionnante et ce qu'on peut vraisemblablement en retenir, c'est le besoin de bien travailler ensemble. Et je pense que des belles bases ont été posées, notamment aujourd'hui, avec la présence de beaucoup d'interlocuteurs. Merci beaucoup à tous les trois.